3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est avec nous, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Thibaut Prébet d'être avec nous également au plateau. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel, et Florian Yelpo qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Florian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable macro au sein de l'équipe multi-asset de Lombard Odier IM. Reprenons peut-être un peu le concept de pause. En première intention, quand Jérôme Powell a signalé quasi explicitement l'idée d'une pause lors du précédent meeting de la Fed, tout le monde a compris ou extrapolé l'idée qu'une pause était un prélude à de prochains mouvements de baisse de taux, avant tout. On voit aujourd'hui beaucoup de banquiers centraux qui s'expriment. Je crois qu'il y en a 11 sur la seule journée d'aujourd'hui, des banquiers centraux américains, des présidents de Fed régionales que j'ai pu citer, Neil Kashkari, Fed de Minneapolis, James Bullard, Fed de Saint-Louis, qui semblent avoir une vision un peu différente de ce concept de pause, estimant qu'une pause n'était pas forcément le prélude à des baisses de taux, mais qu'une pause, durée à définir, pouvait être simplement, effectivement, une séquence transitoire avant de possibles nouvelles hausses de taux. L'inflation était transitoire, maintenant c'est la pause qui est transitoire. Par nature, la pause sera transitoire, j'imagine. Ne sera pas éternelle en tout cas. Qu'est-ce que ça inspire comme scénario, enfin comme idée un peu alternative, effectivement, parce que c'est pas du tout le scénario que price le marché, bien sûr. Mais ce sont des idées qui sont poussées là par des banquiers centraux qui pèsent dans le débat public, on va dire. Ce qu'il faut comprendre, à notre sens, c'est que la Fed est allée très vite, en remontant les taux massivement, pour faire face à ce qu'on a appelé un mur d'inflation. L'effet de cette médecine prend du temps à impacter l'économie. On a vu quelques banques commencer un petit peu à souffrir. On imagine que c'est un des premiers symptômes de l'efficacité de la politique monétaire. Pour autant, on a encore pas mal de gens qui sont capables aux États-Unis d'emprunter pour acheter une maison. Les prêts hypothécaires aujourd'hui battent encore l'emploi. L'activité est encore forte de ce côté-là. Donc, la Fed doit marquer une pause pour observer ce qui se passe dans l'économie sous-jacente américaine. En même temps, l'inflation reste quand même forte aux États-Unis. La croissance, tous les chiffres de croissance, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission, tous les chiffres de croissance qu'on obtient, les indicateurs avancés, on voit certains rebonds, la capacité d'utilisation des capacités productives, le taux d'utilisation des capacités productives aux États-Unis reste assez élevé, en tout cas très peu cohérent avec un scénario de ralentissement nécessaire pour endiguer la progression de l'inflation. Donc ce que fait la Fed, c'est qu'elle tente probablement de gérer le risque attaché à son nom. En communiquant, c'est la pause. Le risque, c'est qu'on entende tous, c'est la fin. Et il est nécessaire de garder une demi-porte ouverte pour pouvoir passer au cas où cette inflation reste, vous le disiez à la fin de la semaine, on va en savoir un peu plus, au cas où cette inflation reste plus persistante que prévu. C'est le risque auquel la Fed est confrontée aujourd'hui. Si on regarde les instruments de bord, elle a fait ce qu'il fallait faire pour éliminer l'inflation. Maintenant, ces instruments peuvent être mal calibrés, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas, quelque chose qui est différent. Les crashs aériens, ça arrive, et c'est ce que tente d'éviter la Fed à tout prix. À partir de quel moment, si on réfléchit à ce scénario un peu alternatif, à partir de quel moment la pause de la Fed pourrait être prise à revers ? Est-ce que ce serait plutôt que plus tard ? Est-ce que ce serait dès cet été, avec les indicateurs dont on disposera, que la Fed pourrait se mettre à trembler à nouveau face à une inflation toujours trop collante ? Ou est-ce qu'elle est prête à se donner un peu plus de temps avant, effectivement, d'enclencher peut-être un prochain mouvement? On a passé la période des 1 an, qui est généralement le temps nécessaire pour que la médecine banque centrale commence à impacter le patient. Normalement, c'est une question de mois, c'est-à-dire qu'on devrait commencer à voir un effet réel sur notamment l'industrie des services, qui est encore aujourd'hui bien trop chaude au vu de ce qu'on tente d'accomplir en termes de désinflation. Pour nous, il s'agit de quelques mois au plus pour vérifier qu'effectivement, on voit bien les ISM baisser, notamment l'ISM non manufacturier. Ça, on ne le voit pas encore complètement. En tout cas, c'est pas cohérent. La réalité économique n'est pas cohérente avec l'objectif qu'on avait il y a 1 an et demi si on s'appelle la Fed. Ça interroge. Quelques mois, effectivement, pour vérifier que la potion fonctionne. Vincent, néanmoins,
encore une fois, il y a des discours un peu divergents au sein du FOMC. Le consensus n'est pas totalement forgé. Le prochain meeting est encore loin, dans un peu moins d'un mois maintenant. Est-ce que c'est simplement une stratégie un peu de rhétorique verbale de certains membres spécifiques de la Fed, de jouer un peu à front renversé peut-être avec le scénario central, ou est-ce qu'il y a un peu de substance derrière l'idée, encore une fois, portée par des économistes, Neil Kashkari, James Bullard, que le chemin n'est pas tout à fait complété encore du point de vue des hausses de taux? Alors, personnellement, je pense que le chemin est fait. Je ne pense pas qu'une hausse de taux soit nécessaire, mais je comprends l'idée de garder une certaine optionnalité. On est tous bien en peine aujourd'hui lorsqu'on regarde l'économie américaine, le patient, pour objectivement tirer une conclusion nette sur ce qui va advenir de l'économie américaine au cours des prochains mois. On avait vu finalement une dégradation des indicateurs manufacturiers. Certains sont à des niveaux de récession, donc on peut réellement se dire là que la Fed avait fait le job et que ça fonctionnait bien. C'est vrai que les services, ça tient, l'emploi, ça tient. On a même vu la semaine dernière, Philly-Fed manufacturier bien meilleur qu'attendu. On a notamment vu marché immobilier avec des taux hypothécaires imbuvables, le sentiment repart et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de tirer une tendance dans cette économie américaine. On a vu beaucoup de résilience au premier trimestre. Cela étant, on voit quand même que le momentum de croissance, de manière générale, s'essouffle quelque peu. On le voit notamment avec des indicateurs comme les surprises économiques qui ont fortement rebondi en début d'année et qui là, en tout cas, est retrouvé un niveau proche de zéro. Donc on voit que la tendance est plus faible de ce point de vue-là. Mais ça reste très progressif, très graduel. Ça reste très graduel. Alors il y a ces effets. C'est pas des paliers à la baisse. Non, il y a ces effets retard évidemment des hausses de taux qui sont évidemment aggravés ici par le resserrement des conditions d'octroi de crédit des banques. On est évidemment dans une situation inouïe, notamment sur le front de la consommation et de la capacité de la consommation à soutenir le secteur des services, puisqu'on a ce dont on parle depuis des années, c'est-à-dire des baby-boomers qui passent massivement à la pension et qui nous créent finalement sur le marché de l'emploi au niveau mondial une raréfaction des ressources humaines qui fait qu'on a un emploi qui ne lâche pas. Et ça, c'est quand même une première nouvelle. Néanmoins, sur le marché de l'emploi, on a quand même vu que par rapport à il y a un an, mars 2022, le nombre de job opening est quand même quelques millions inférieur à ce qu'il n'était il y a un an. Donc là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe de mon point de vue. Les Américains sont aussi plus attachés à leur job. Il y en a moins qui quittent leur job. Après The Great Resignation, on se dit tout d'un coup, avoir un job, c'est peut-être pas si mal. Donc là, il y a quand même, pour moi, des effets qui sont positifs. Et puis, là où je suis peut-être plus positif que Florence, notamment sur le front de l'inflation, pour moi, je pense qu'il y a une tendance nette à la décrue, plus aux États-Unis, où ça me rassure plus, notamment sur l'inflation sous-jacente. On peut voir que également le dernier domino qui devrait tomber sur l'immobilier, ce fameux shelter inflation, a priori devrait tomber, alors que c'est moins sûr en Europe. Et là, en effet, je pense que garder une optionnalité à la hausse en Europe est plus nécessaire qu'aux États-Unis. On va discuter du cas de l'Europe dans un instant. Donc c'est plus du discours, là. C'est plus du discours verbal. Moi, je pense que dernièrement, on avait toujours dit que ce sera data dependent. Ouais. Et là, c'est clair qu'au vu des dernières données, on peut se poser des questions. Donc c'est pas mal que les plus hawks des gouverneurs des banques centrales américaines finalement ouvrent cette porte à une option hausse de taux. Les marchés n'y croient pas. Je n'y crois pas. Mais enfin, on pourrait avoir une surprise économique. Mais ça me semble fort peu probable. Ce ne serait pas la première surprise économique qu'on aurait depuis 18-24 mois. Oui, mais une réaccélération. Je pense que voilà, j'ai une économie, un slowdown, un soft landing, oui. Une réaccélération, ça me semble quand même un petit peu tiré par les cheveux. On verra. Thibault, ça reste un what-if scénario, cette idée qu'une pause serait suivie de quelques hausses de taux encore supplémentaires qui seraient rendues nécessaires par la situation d'inflation à 3-6 mois encore aux États-Unis. C'est une stratégie verbale avant tout, ou est-ce qu'il y a un peu de substance possible derrière cette idée? Moi, je voudrais rajouter 2 points qui me paraissent importants à tout ce qui a été dit, avec lequel je suis parfaitement d'accord. Et ça a été mieux dit que je le répète, donc je n'y reviendrai pas. Mais 3 points. Le premier, le plus simple, on sait jamais. Voilà, beaucoup de choses viennent de facteurs exogène. Si ça se réénerve entre la Chine et les États-Unis, ça peut avoir des conséquences, y compris inflationnistes. Donc, la première chose, c'est un peu de prudence dans le discours, on ne sait jamais. 2 points importants. Le premier, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est que le principe d'une hausse de taux? Le principe d'une hausse de taux est de dire c'est plus intéressant pour vous d'épargner, y compris sur des produits de long terme, et c'est moins intéressant pour vous d'aller faire un crédit immobilier, etc. Et donc, on va essayer de détruire un peu de conso pour ramener en épargne. On comprend bien une chose, c'est que avant c'était très lié au taux court aux États-Unis parce que les emprunts étaient basés sur les taux courts. Maintenant, c'est plus sur toute la courbe. Si vous dites je monte les taux, mais vous inquiétez pas les gars, dans 4 mois je les rebaisse, tous vos taux non baissent, donc ça n'a aucun effet. Donc à partir du moment où vous dites je veux faire un effet en montant les taux, vous devez intégrer dans votre vocable que ça va forcément être durable. Parce que si vous partez du principe que si vous dites aujourd'hui dans un an les taux français monétaires ils sont à 0, immédiatement tous les taux vont baisser, ça n'a plus aucun effet. Donc en fait quelque part
vous êtes obligé d'avoir un discours cohérent. Monter les taux en disant on les rebaisse bientôt serait un contresens. Donc on est obligé d'avoir au moins, d'ailleurs les plus agressifs, les partis Bullard, garder un discours en disant il reste des hausses de taux, sinon ça ne va pas marcher. Et quel est le deuxième corollaire ? Le deuxième corollaire, c'est que vous avez un effet richesse qui pousse à la consommation. Et l'effet richesse, c'est de dire mes actifs valent très cher. Et donc les banques centrales luttent un peu contre ça avec des discours volontairement un peu violents et en disant souvent d'ailleurs le marché est un peu haut pour moi. Et donc si vous dites il garde l'idée qu'il peut y avoir des hausses de taux, il contient un peu ce côté qui peut être parfois assez euphorique. Alors sur beaucoup d'actifs type Nasdaq, on est quand même encore à très loin des plus hauts, donc l'euphorie n'est pas là. Mais voilà, il dit on a un peu calmé les marchés, ça a créé des comportements qui sont un peu plus vertueux, alors qu'à un moment, il y avait quand même des mouvements un peu violents. Je vous rappelle qu'avant, pour revenir avant 2022, la dernière année de baisse du Nasdaq, il fallait quand même commencer à remonter vraiment loin. Donc, il y a aussi ce côté-là. Et à partir du moment où on change complètement d'avis, ce serait de dire, là, les taux ne vont pas tarder à baisser, on a fait un plus haut, tous les marchés vont repartir. Et là, ça peut aussi être contre-productif dans la lutte contre l'inflation. Donc, je pense qu'il y a une obligation d'un banquier central, quand il donne une direction, à dire qu'elle est durable. S'il commençait dès le début à l'inverser, pour ces deux raisons différentes, ça viendrait en fait auto-plomber ce qu'ils font. Donc je pense qu'ils sont enfermés là-dedans. Et je pense que c'est une posture qui est cohérente, même si elle est potentiellement effectivement aujourd'hui assez moyennement crédible. On a vu le temps qu'il fallait pour que l'immobilier s'inverse. Maintenant, il doit aller en territoire négatif. Pour qu'il se réinverse à nouveau et créer une inflation plus élevée, on a un peu de temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu quand même des mouvements importants sur le 2 ans. Alors, on est tombé, je crois, à un moment, 3,80, quelque chose comme ça. Puis là, on est revenu tout de suite à 4,30 sur le 2 ans américain. Donc, il y a bien quand même une partie du message, de l'idée de la pause qui passe, semble-t-il, auprès des investisseurs. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que cette remontée du 2 ans américain, elle s'est faite alors avec des discours de banque centrale, mais elle s'est faite avec des données économiques aussi, qui ont sans doute poussé les investisseurs peut-être à réévaluer. Non ? Il y a deux choses. La banque centrale, elle craquera quand elle voudra craquer. De manière générale, elle craque plutôt quand il y a un accident. Les banques, à un moment, paraissaient un bon accident pour justifier ça. Les banques centrales ont dit bah non. Donc à partir du moment où il n'y a pas ça, il n'y a pas de raison de changer de discours. Donc le marché l'a un peu acté avec ces taux qui ont un peu remonté. La deuxième chose, c'est qu'il faut acter un truc quand même. C'est que historiquement, Bullard est toujours ultra, il faut monter les taux. La réalité, c'est que sur 18 mois, c'était quand même lui la boussole. Ah oui. Et donc, c'est la boussole avancée. Il est toujours avancé. Aujourd'hui, quand on parle, on oublie que quelqu'un qui dit toujours les taux vont monter, il y a des fois où il a complètement tort, des fois où il a raison, mais que sur 18 mois, quand il dit un truc, il faut quand même l'écouter. Ouais. C'est aussi assez légitime. Donc je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un élément effectivement crédibilité, puis un élément X-factor. Il faut un X-factor. Les taux ne baisseront pas d'un coup s'il ne se passe pas un truc un peu sérieux. Maintenant, si vous regardez quand même vos chiffres d'inflation américaine, sur des bases mensuelles, c'est quand même sur 4 mois 100% shelter, donc résidentiel. En dehors de ça, il y a zéro d'inflation. On n'était pas très loin d'un début de spirale déflationniste sur les biens. Donc c'est vrai que dans les stats aujourd'hui, c'est pas ça qui fait les remontées de taux. C'est juste qu'à un moment, on s'est dit, il y a un signe noir, ils vont devoir réagir vite. En fait, non. On s'est dit, ils peuvent pas laisser les banques avec des taux à ces niveaux-là parce que tous les dépôts s'en vont. Donc la politique qui est de dire, en même temps, on a des taux élevés, en même temps, on aide les banques. Si on aide les banques, mais qu'à côté, on leur sape leurs dépôts, c'est un peu contradictoire. Donc ils vont devoir rebaisser plus vite. Ça, manifestement, c'est pas vrai, donc on a renormalisé. Maintenant, on attend la prochaine raison de rebaisser les taux rapidement, et on se rend compte qu'on n'en a pas vraiment. Donc si c'est juste la baisse de l'inflation, ça arrivera, mais ce sera un peu plus lent. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette séquence de marché, alors on avait un début de pontification de la courbe, effectivement, dans le sillage notamment des événements financiers du mois de mars, etc. Et puis, ça s'est quand même bien réaplati depuis, je le disais, avec ce 2 ans qui est repassé à 4,30 aujourd'hui. Dans le même temps, on a quand même des marchés actions, notamment la semaine dernière, Nasdaq, S&P, le DAX en Europe, qui atteignent des nouveaux sommets récents. 4002 sur le S&P, effectivement, c'est un niveau que tout le monde regarde. Ces mouvements de courbe de taux, finalement, on donne l'impression de ne pas avoir eu beaucoup d'effet sur la dynamique des marchés actions, qui était toujours une dynamique plutôt haussière, Florian. Et ils ne sont pas les seuls à envoyer ce message-là. Sur la semaine passée, autant on a eu 3-4 semaines à peu près d'une absence complète de price action, autant la semaine passée, elle est quand même marquante parce qu'on a un peu tout qui monte en même temps. C'est l'or qui recule, on a les equities qui montent, les spreads de crédit qui se contractent et le pétrole qui monte. Enfin, ça fait comme un joli line-up de messages entre différentes classes d'actifs dont on dit qu'elles n'ont pas le même scénario en ligne de mire. Ça, c'est quelque chose contre lequel j'aimerais un petit peu m'exprimer. On dit que les obligations anticipent un hard landing.
La structure par terme des taux, oui, c'est-à-dire la pente de 10, oui, potentiellement. Mais tout le reste, non. Le 10 ans va quasiment pas bouger. Le 2 ans, comme vous le disiez, non plus. Le 10 ans, il n'est pas à 2,50. Voilà. On n'est pas en train de pricer une inversion de la politique de la Banque centrale qui serait un pricing de récession. Les equities progressent, c'est un signe clair d'une absence de pricing de récession. Enfin, et même, on voit bien le pricing des baisses de taux, c'est un pricing assez progressif, graduel. Alors, en masse, ça fait beaucoup, parce que c'est peut-être 200 points de base de baisse de taux à fin 2024 dans le marché, mais ça se fait à coup de petites baisses. C'est pas, le marché prévoit pas une baisse d'un coup de 100 points de base, quoi. Alors qu'en général, comme on vient de le dire, la Banque centrale baisse ses taux rapidement de façon concertée avec le reste des banques centrales. C'est ce qui s'était passé en 2008. Je trouve que la période actuelle me fait terriblement penser à 2008, non pas pour les fragilités du système financier, etc., mais pour cette période qu'on a connue au deuxième trimestre, où le doute était permis de savoir si ça allait être un grand choc macroéconomique ou un petit choc macroéconomique. J'ai le souvenir qu'à ce moment-là, les gérants, beaucoup de gérants discutaient de rajouter des actions parce que les prix étaient un petit peu baissés, que c'était intéressant et que peut-être c'était pas un hard landing, ça n'était qu'un soft landing. Alors, est-ce que une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est une comparaison qui doit nous amener à être constructif encore pour la suite ou pas? Le point commun, c'est bien comprendre ce que le marché aujourd'hui est en train de pricer. Je pense que dans tous les marchés qu'on a regardés, dans l'ensemble, le scénario pricé, c'est le soft landing. Ça veut dire que le scénario opposé, ce serait soit un hard landing, soit la stagflation. C'est ce qu'on disait jusqu'à présent avec la viscosité de l'inflation. Bien comprendre que... Alors, typiquement, nous sommes positionnés pour ce scénario-là, mais on peut construire des stratégies de couverture pour ces deux types de risques-là en même temps. Et il faut bien les mesurer. Quand on a bien compris le scénario, on a bien compris les hedges. Et quand on est dans un scénario, dans l'idée d'un scénario central de soft landing, aujourd'hui, ça veut dire que le risque sur les marchés, il peut être encore à la hausse, partant des niveaux qu'on connaît de prix, de 4200 sur le S&P 500, du niveau de spread qu'on a aujourd'hui sur le crédit. Il y a encore, je ne sais pas, pour des facteurs techniques ou fondamentaux d'ailleurs, des raisons que le marché puisse aller encore bien au-delà. Oui, rien que le sentiment de marché aujourd'hui, il est très positif. Il est bien plus positif, je pense, que beaucoup de gens ne le pensent. Les indicateurs d'appétit pour le risque qu'on regarde dans l'ensemble sont plutôt au beau fixe. Passé une crise bancaire, on a des niveaux qui sont assez élevés. Quand on regarde les signaux de suivi de tendance qu'on peut avoir, le positionnement des CTA globalement, le message est le même. C'est overweight equity. Fin de l'histoire. Donc il y a un aspect sentiment aujourd'hui. Et ça, c'est pas contrariant. Le marché. C'est pas contrariant. C'est encore constructif. C'est la difficulté du sentiment. Ouais. Je serais incapable de vous dire aujourd'hui si c'est contrariant ou pas. Simplement, il y a une lame de fond dans le marché qui vient du sentiment et s'y opposer. Depuis le début de l'année, ça a plutôt été puni que récompensé. Vincent. Oui, je dirais... Sur le marché, hein. Tout à fait. Non, par rapport au sentiment, je noterais quand même dans le monde de la gestion d'actifs par ailleurs, je pense qu'il y a quand même pas mal d'asset managers, et nous en faisons partie, qui sont plutôt sur la défensive pour l'instant. On est au max neutre sur les equities. C'est vrai qu'on n'est pas surpondéré. Je vois qu'il y a quand même pas mal de mes collègues aussi dans le monde au niveau du buy side qui le sont. Donc, c'est d'ailleurs peut-être quelque chose qui pourrait potentiellement à terme soutenir les marchés. Je souscris à l'idée que, objectivement, les risques sont à la fois à la hausse ou à la baisse pour les marchés equity. Je pense que lorsqu'on épluche la performance du S&P 500 depuis le début de l'année, on sait que c'est évidemment une poignée d'actions qui le tirent à la hausse. Je pense que si on corrige pour les 10 meilleurs stocks, on a un S&P 500 qui fait juste 2% de l'année. Lorsqu'on fait la différence entre le S&P avec equal weight pour tous les equities et le S&P 500, on a une des pires performances depuis la bull tech. Donc, ça veut dire que sous le capot, si on fait abstraction des quelques gagnants de cette année qui ont parfois profité de ces anticipations de baisse de taux, une partie du marché qui est noyée, quoi. Légitime ou non, ça veut dire que pour les gérants actifs, il y a quand même a priori 90% des restes du marché sur lequel il y a sans doute moyen de faire quelque chose. L'idée chez nous est de rester investi. Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien depuis le début de l'année qu'être en porte-à-faux, en décalage par rapport au marché, c'est compliqué. On a quand même des marchés qui ont déjà bien performé. C'est d'essayer finalement, pour la seconde partie de l'année, d'aller neutraliser le bêta de marché, d'aller essayer de rester investi et capter d'autres thématiques. Alors ça peut être sur un S&P 500 aller faire du long short. Je ne dis pas qu'il faut jeter systématiquement les 10% de valeurs ou les 10 valeurs qui ont bien performé, mais il y en a peut-être là-dedans qui intègrent probablement trop d'espoir de baisse de taux. Ça, c'est une partie. À côté de ça, il y a plein d'autres choses à faire. Je pense que c'est plus de gestion thématique aujourd'hui aussi. Ça fait partie des éléments qui peuvent être joués. Donc voilà, nous, un peu notre approche du marché equity aujourd'hui, c'est rester dedans, mais plutôt pour une thématique soit income, soit thématique,
soit très vraiment long short au sein C'est des pas le marchés. Directionnel pur qui vous Voilà, intéresse. je pense qu'après ce qu'on a encaissé depuis le début de l'année, encaissé entre guillemets, après ce qu'on a enregistré, je pense qu'on est tous d'accord, enfin on le disait d'ailleurs il y a déjà 2 mois, et finalement depuis lors enfin je suis dans l'erreur, mais enfin il faut se réaliser que ça va pas continuer à ce tempo-là, donc restons investis, mais essayons de trouver en tout cas des drivers de performance autres que le pur bêta de marché, qui va pas continuer quand même à ce rythme-là jusqu'à la fin de l'année. C'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Pourquoi les marchés actions notamment, sont encore à ces niveaux? Pourquoi ça tient aussi bien? Pourquoi la consolidation? Alors oui, on vient de 2022, etc. Thibaut, mais du coup, est-ce qu'on est encore dans l'idée de ce rattrapage de la douleur de 2022? Est-ce que ça peut encore perdurer? Est-ce qu'il y a des raisons fondamentales derrière? Est-ce que le marché est cher ou pas cher à ces niveaux-là? C'est le moment de se reposer un peu ces questions. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le marché, il n'y a pas grand-chose qui est cher. C'est-à-dire qu'en fait, on a une remontée qui s'est faite de manière très visuelle, très télégénique, mais de manière en fait extrêmement parcellaire. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez un CAC 40 avec son luxe qui bat des plus hauts. Vous avez quelques valeurs du S&P qui ont déroulé. Maintenant, si vous regardez tranquillement, votre Nasdaq est toujours à 20% de ses plus hauts. Votre MSCI Emerging est toujours à 20% de ses plus hauts. Vos small ou mid cap en Europe sont toujours à 20% de leurs plus hauts. Donc en fait, en réalité, vous avez soit des trucs qui ont beaucoup tanké, type Nasdaq, et qui ont rebondi, mais qui sont très loin d'être revenus, soit des trucs qui ont quand même fait leur 10 de croissance l'année dernière, tout en étant toujours à 20% de plus. Si on mettait un portage avec un coût du capital à 10, on aurait quand même dû se faire 20, et on a plutôt fait non moins 20. Donc il y a encore des choses qui sont tout à fait en retard, il y a des choses qui sont particulièrement intéressantes. Et ce qui est marrant, c'est que même ce qui a bien marché n'est pas incroyablement cher. C'est-à-dire que si vous prenez LVMH qui est emblématique et qui explose ses plus hauts, bon, LVMH, ça se paye 24 fois les résultats, alors c'est pas donné. Mais je veux dire, les derniers plus hauts récents, il y a 18 mois, c'était quoi, 30, 35. Ouais. Donc je veux dire, c'est que c'est même pas non plus folklorique, quoi. Je veux dire, même sur un titre qui est quand même un peu l'emblème de ce qui a beaucoup remonté, on abandonne quand même 30% de PE par rapport au niveau qui, à l'époque, semblait pour le coup franchement élevé. C'est un autre monde. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, on est à la fois sur un truc qui semble facialement avoir bien rebondi, et à la fois, il n'y a pas grand-chose de très cher. Sur les small caps, on est atteint des 10 fois les résultats. C'est des niveaux de mars 2020, d'été 2011 et de mars 2009. Des niveaux auxquels on a connu à chaque fois des rebonds extrêmement violents. Donc c'est vrai que pour les valeurs phares du S&P, qui ont à nouveau des niveaux de valorisation très élevés, il y a beaucoup d'autres choses qui sont toujours très décotées. Et ce qui est intéressant, effectivement, par contre, ce qu'on peut vendre, c'est ce prisme européen qui est intéressant. C'est-à-dire que vous placiez en 2010, votre top 10 européen, c'était beaucoup de trucs qui ne faisaient pas rêver. Vous aviez vos Santander, vous aviez vos BBVA, vous aviez de l'automobile, vous aviez quand même un stock 50 où il n'y avait pas grand-chose que vous rêviez d'acheter. Et de facto, vous aviez à peu près 2-3 de bénéfices. Prenez aujourd'hui, vous avez des poids énormes sur ASML, qui fait ses 20 de croissance, sur LVMH. Dans le top 10, vous allez encore retrouver du SAP, du Schneider, du L'Oréal, qui sont quand même des valeurs assez excitantes. Et ce truc-là, qui a pour le coup plus de 10 de croissance, se paye moins cher qu'en 2010. Et se paye 40% moins cher que le S&P, tout en ayant plus de croissance que le S&P. Donc il y a aussi un argumentaire pour dire que nos comparaisons historiques sont peut-être pas toujours très pertinentes, parce que les compositions aujourd'hui sont très différentes, et que cette décote européenne basée sur une croissance famélique historique peut quand même se débattre comme étant toujours justifiée. Donc aujourd'hui, un prix qu'on trouve d'un point de vue européen assez intéressant. On tient sur les small, comme c'est une idée qui est douloureuse. Alors c'est ça le sujet. Ouais, je comprends. Donc plutôt un sentiment, on va dire, de... On tient bon parce que ça a été dur récemment, ça a été excellent pendant 5 ans, dur récemment, mais on a le sentiment quand même que les décotes sur pas mal de niveaux sont assez importantes, et que même des champions, même ASML, qui aura fait 20 l'année dernière, 20 cette année, est quand même toujours franchement assez loin de ses plus hauts de l'année dernière. Donc un sentiment qu'aujourd'hui on est toujours assez confortable à être investi, il y a beaucoup de choses en retard. Même si on comprend qu'à tenir, dans certains des cas, pour nos amis asiatiques ou pour les small, ça reste assez pénible à tenir, mais qu'on est quand même assez loin d'avoir repris ce qu'on pouvait reprendre. Mais ça veut dire que dans ces univers, effectivement, que vous avez décrits, qui sont encore 20% sous leur sommet, c'est le moment d'y aller déjà. C'est-à-dire que même si le point bas du cycle, non mais je sais, mais oui, mais on se repose les mêmes questions à intervalles réguliers. Thibaut, vous connaissez ça mieux que moi, mais l'idée que le point bas du cycle est encore devant nous et qu'on aura forcément des difficultés à timer cet épisode de ralentissement ou récessif ici et là, les niveaux de valorisation qu'on a quand même sur certains segments de marché autorisent l'idée de tenir. Je voudrais proposer trois arguments. Le premier, on commence à avoir des OPA, parce que les boîtes valent rien, surtout par rapport au private equity qui n'a pas encore acté. Donc on commence à avoir des retraits de la cote, on a eu des premières OPA intéressantes. Donc ça, c'est quand même un premier point. Le deuxième point, c'est que cette baisse l'année dernière, dans le cadre des small mid de 20%, c'est quand même faite dans des fortes hausses de résultats. On n'avait jamais connu ça. On a connu des gros plombs, des années où c'était quand même très très compliqué. Mais des gros plombs de marché, des années où les résultats montent, en l'occurrence beaucoup,
C'est quand même un truc qu'on ne connaissait pas. Le troisième point, c'est que je vous le rappelle, et nous c'est une théorie que je vends y compris sur ce plateau depuis très longtemps, et sur lequel je pense qu'on n'a pas tort, même si ce n'est pas forcément ce qui en marché a beaucoup plus aidé. On est dans un environnement où nous on considère que la démographie créera un taux de chômage qui ne remontera jamais fortement. J'ai dit sur ce plateau il y a un an, et c'était quelque chose qui semblait... Ça a été clippé, Thibault. C'est vrai ? Ah bah bien sûr. C'est beau. Évidemment. Et aujourd'hui, je pense qu'on le voit tout à fait, c'est-à-dire qu'un marché démographique en effondrement est un marché où la croissance va être très faible, mais où une population où personne n'a peur de perdre son emploi est une population qui n'arrête pas de consommer. Et je pense qu'on attend tous des réflexes à la 2009. Rappelez-vous, en 2009, les gens, tous, qui arrivaient sur le marché de l'emploi ne trouvaient pas de job. Les gens se disaient, bah tiens, je vais licencier 5000 personnes, je les retrouverai. Aujourd'hui, les boîtes sont toutes en galère pour recruter, elles ne vont pas licencier alors qu'elles sont déjà en retard. Donc on a cette résilience de la consommation qui s'explique par des données démographiques qui sont en train d'accélérer. C'est-à-dire que la baisse de la natalité, elle accélère. Les sociétés qui vont chercher des étudiants 2 ans à la fin de leurs études pour sécuriser des recrutements, c'est ça, qui veulent maintenant former les seniors. Donc cette idée du cycle qui s'auto-entretient par les gens consomment moins, les boîtes vendent moins et licencient, donc les gens consomment moins, est un cycle classique qui, à mon avis, est terminé dans la démographie actuelle. Donc attendre l'effet d'entraînement à la 2009 me paraît incompatible avec la démographie actuelle. Donc des potentiels de ralentissement, oui, de mauvaises surprises, oui. Je pense que cette espèce de cycle qui est très attendu par certains me paraît ne pas avoir intégré la démographie comme les gens qui attendent un double top à la 70. Quand on sortait de 5,5 enfants par femme, on pouvait attendre quelque chose. Quand on est à 1, pas pareil. C'est ça qui est dur, c'est que c'est quand même un gros paquebot, la démographie. Alors, on connaît les tendances très longtemps à l'avance, mais c'est vrai qu'il y a des épisodes où les effets se matérialisent plus fortement qu'à d'autres périodes. Surtout, on n'a pas l'habitude, quoi. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui c'est inflationniste, mais si vous avez regardé les premiers pays passer à un enfant par femme, qui étaient l'Allemagne et le Japon à partir des années 40, ça n'a pas été giga inflationniste quand même. Donc il y a des débats, à mon avis, qui peuvent être ouverts, mais où les exemples historiques qui sont pris comme 70 pour l'inflation US, voilà, prendre des exemples où il y a une natalité divisée par 4 ou par 4, me paraît un truc discutable. Donc je pense qu'il faut faire gaffe à nos images de long terme qui ont des composantes qui sont très éloignées de ce qu'on a aujourd'hui. On ne prend pas toujours les bonnes comparaisons. Non, Vincent ? Oh non, sur la démographie comme choc majeur et sur les années 70 comme une mauvaise référence, il n'y a pas que sur la démographie. Hein. Le choc, il était énergétique l'an passé, les années 70 c'était énergétique, mais on est plus capable que jamais d'encaisser le choc énergétique. Je suis peut-être plus circonspect sur les small caps, en tout cas américaines. Oui, parce que c'est même, j'allais dire, c'est même punition pour le Russell 2000 que pour les indices de small cap en Europe, quoi. Hein. Oui, là je pense que quand même les difficultés s'accumulent à l'horizon. C'est un peu celles qui payent un petit peu l'ensemble des problèmes actuels. D'abord aux États-Unis, c'est là où il y a essentiellement les petites banques régionales. Ce sont, pour ceux qui ne sont pas des banques, ce sont celles qui vont moins avoir accès au crédit. Elles s'en plaignent déjà. Hein, quand on regarde le NFIB, la difficulté d'accès au crédit est presque en passe de supplanter l'enquête auprès des chefs d'entreprise, des petites et moyennes entreprises. La difficulté d'engager, donc c'est déjà quelque chose. Et on voit évidemment que là, ça va en tout cas freiner la capacité d'investir de ces entreprises. Alors peut-être pas d'engager ou de garder son personnel, mais... Et attention, j'avais cette même vision optimiste sur la consommation et sur les... Mais on m'a fait quand même remarquer systématiquement en interne dans les débats qu'on pouvait avoir que les récessions, elles commencent en général parce que l'investissement des entreprises et le capex commence à baisser. Finalement, l'emploi et la consommation, c'est quelque chose qui vient après. Donc, restons tout de même prudents à cela sur le fait que les small caps pourraient évidemment en souffrir dans les mois à venir. Thibault ? Non, juste, je suis entièrement d'accord. Une petite parenthèse quand même. Aux États-Unis, les boîtes ont beaucoup de financement. En Europe, les small caps n'ont jamais eu tellement de financement bancaire. Et sur nos stratégies, par exemple, small, on a 50% de boîtes qui n'ont même pas de dette. Ouais. Donc, la sensibilité aux problématiques bancaires est, à mon avis, très importante aux US, beaucoup plus faible en Europe. Et ce réflexe de sous-performance des small dans les problèmes bancaires me paraît, à mon avis, un élément de marché un peu tout le monde suit, qui me paraît avoir un fondement économique discutable, alors qu'aux US, j'enlève rien au discours qui a été donné. Dans des portefeuilles comme ceux que vous pilotez, Florian, avec parfois des composantes un peu tactiques, on a envie d'être encore très momentum, croissance, donc focalisé sur des segments de marché quand même relativement étroits aujourd'hui, ou est-ce qu'on est prêt à aller dans l'univers value des côtés, en anticipant l'idée qu'à un moment, l'horizon s'éclaircira et que c'est là où le réservoir de croissance est le plus important, peut-être. Tactiquement, pour le moment, on a de la peine à rogner nos expositions equities et crédits. Pour l'instant, encore une fois, soft landing, scénario, la croissance... Et c'est global, il y a des choix à faire dans ces poches-là. Nous, on n'a que des expositions qui vont être globales, généralement. Là où on aura le plus de mal, c'est sur un sujet qu'on n'a peut-être pas encore trop discuté, mais qui était un peu en filigrane, c'est celui des taux. C'est qu'aujourd'hui, un portefeuille 60-40 à 60% d'exposition obligataire, aujourd'hui, on ne voit pas trop l'intérêt d'avoir cette expo obligataire, en tout cas...
nous, on l'a divisé en deux et on a 30% en cash, parce que dans l'ensemble, on aura un return supérieur pour un risque qui est incommensurablement inférieur. Mieux vaut du monétaire que de la dette d'entreprise aujourd'hui, pour dire la chose. Du monétaire d'entreprise. Ou du monétaire d'entreprise. Oui. On essaiera de mélanger le meilleur des deux mondes. Mais simplement, il faut bien avoir en tête que aujourd'hui, ce qui fait le price action dans l'ensemble sur les 18 derniers mois, c'est quand même le marché des taux. C'est-à-dire que c'est cette remontée des taux extraordinaire qui explique qu'avec des earnings, avec des résultats positifs, on peut avoir des performances négatives. C'est parce qu'il y a de la duration, il y a de la sensibilité taux dans tous les actifs. Et cette duration, pour l'instant, elle est pilotée par la Banque centrale, elle est pilotée, comme on l'a dit, avec volatilité, avec véhémence, et on a plutôt souffert de ça dans tous les marchés. Pour nous, c'est pas encore complètement terminé. On attend le moment où ça va craquer pour pouvoir changer notre fusil d'épaule et dire non, on commence à vouloir avoir de la duration. Si aujourd'hui on est sous-pondéré de quelque chose, c'est de duration, c'est pas d'action pour le moment. Ça, c'est un message important. Plafond de la dette, on en dit un mot. Est-ce qu'il faut en parler? Si oui, pourquoi? Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ceux qui en parlent sont ceux qui sont un peu à l'origine de l'ouverture de la boîte de Pandore de la dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de parler de Donald Trump qui intervient dans le débat et qui dit aux Républicains, il faut lutter, il faut faire en sorte de faire preuve d'orthodoxie budgétaire. Mieux vaut un défaut maintenant que plus tard. Exactement. Alors qu'il est plus ou moins à l'origine de cette doctrine de l'utilisation de la dette. Il est quand même recordman du déficit sur PIB sur 12 mois roulants de l'après-guerre aux États-Unis, quand même avec 18%. C'est quand même pas rien. Je pense que beaucoup d'Allemands s'étranglerait avec des chiffres pareils. Donc on a quelqu'un qui a longtemps recommandé d'utiliser de la dette sans récession. Aujourd'hui, on continue à le faire. Les chiffres américains aujourd'hui, c'est quoi? C'est 7% de déficit sur PIB sur 12 mois roulants aujourd'hui. 7% du PIB américain a été dépensé. Vous voulez dire quoi? Ça veut dire que la contraction du déficit budgétaire américain n'est pas aussi importante que ce qu'on imaginait il y a encore quelques mois. Il n'y a pas de contraction, c'est ça qui est étonnant. Et on n'est pas encore en récession, comme on le dit autour de cette table. On n'est pas encore en récession. On utilise déjà la relance keynésienne alors que la récession n'a pas encore commencé et qu'il y a de l'inflation qui est galopante et visqueuse. On est en train de... Je pense que même Keynes aujourd'hui aurait de la peine à accepter ce genre de politique-là. Je ne parle pas d'Hayek qui est dans un coin de la pièce en train de souffler. Non, on se trouve dans une situation aujourd'hui où l'État américain dépense beaucoup, probablement beaucoup trop pour un État libéral, et dans l'ensemble, le rôle de la Fed devrait être de rappeler à l'ordre l'État américain vis-à-vis de sa dépense fiscale. Donc c'est pas mal d'avoir ce sujet du plafond de la dette qui revient régulièrement et qui permet de rediscuter de ces questions-là au sein du Congrès. Parlons-en. C'est peut-être depuis 2011 la pire séquence, je pense, de négociation de la dette qu'on ait vue, pour des raisons qui sont très solides. Maintenant, ce programme anti-inflation, avec les investissements qu'il comporte, c'est une très bonne chose à long terme. Mais il est d'ailleurs programmé sur 10 ans. Hein. C'est-à-dire que c'est pas, je sais plus, 400 milliards, c'est pas 400 milliards tout de suite en 6 mois. C'est quand même du 0,3 point de PIB par an sur 10 ans. C'est pas non plus une relance massive. Distinguons le cyclique du structurel. Parce qu'on parlait tout à l'heure justement de la difficulté qu'on a de lire dans la démographie quelque chose de structurel qui pourrait des effets cycliques. Aujourd'hui, on a de la peine à faire la différence entre les deux. Chaque euro, chaque dollar qu'on dépense aujourd'hui de dette contribue à l'inflation. Donc il y a aussi un timing à respecter. La Banque centrale fait tous les efforts qu'elle peut pour ralentir l'économie, mais elle est bien moins efficace à ralentir l'inflation que ne l'est l'État lui-même. L'arme la plus puissante pour ralentir l'inflation, ce serait la fiscalité. Okay. Une orthodoxie fiscale. Le plus il y aura de coupes budgétaires dans un compromis entre républicains, démocrates, Maison-Blanche pour sortir de l'impasse du plafond de la dette, le mieux ce sera pour la Fed et l'inflation. Sur le front de l'inflation. Et la situation est. Et ce sera marqué de positif, ça? C'est cohérent avec sa planning. Ce sera en tout cas positif pour les treasuries américains. Nous, on va au-devant d'une période d'austérité aux États-Unis, accord ou pas accord. D'autant plus s'il n'y a pas d'accord, là, ça va être vraiment l'austérité au forceps. Mais bon, il est certain qu'on se dirige vers une période, en tout cas, où il faudra... d'austérité venant de 7% de déficit budgétaire sur 12 mois. Non, mais ramener à 4-5%, vraisemblablement. Oui. C'est pas encore l'austérité à l'européenne en 2012, on est d'accord. Mais enfin, les États-Unis, quelque part, peuvent se le permettre. Peut-être, je trouve toujours davantage que nous, mais enfin... l'austérité est une certitude. Et là, je pense que dans ce type de scénario, les treasuries américaines, la duration a peut-être là a son intérêt, plus que le cash. Le problème du cash, et je souscris très bien, peut-être de remarque, c'est le cash à court terme, qui a eu beaucoup de tensions par rapport aux négociations sur le plafond de la dette. C'est potentiellement l'actif qui ferait défaut
c'est les Bills, quoi. C'est ça le problème. Donc, c'est pas sur du 10 ans qu'ils feront défaut s'ils doivent choisir. J'espère qu'on n'aura jamais ce défaut. Enfin, ce serait il y aura évidemment d'autres étapes avant, quoi. Surréaliste d'avoir ce type de scénario, mais enfin, c'est peut-être là. On oublie que quand tu as un défaut, c'est sur tous les metteurs. Donc, il y a 30 sur tous les que ce soit le 1 mois ou le 10 ans pour le marché, ce sera la même idée, quoi. Ouais, les spreads explosent à court terme. Mais voilà, en tout cas, la duration américaine, dans ce contexte d'austérité, de recherche des équilibres, c'est quelque chose qui, c'est d'autant plus important, en tout cas, que le dollar est un petit peu moins populaire pour l'instant et que les clients des US Treasuries, Japon et Chine en tête, s'en sont désintéressés quand même largement ces 12 derniers mois et qu'on est au plus bas en termes de détention par les étrangers, les Treasuries américaines depuis 20 ans, je pense. Elle le dit, Yellen. Alors évidemment, il y a le défaut au sens strict, crédit, événement du terme, mais à partir du 1er juin ou le 8 juin, j'en sais rien, Yellen dit, à partir du moment où si on commence à arrêter de payer des factures ou de payer des fonctionnaires, bon, c'est une forme de défaut. En tout cas, on n'est pas capable d'honorer nos factures. C'est pas nouveau, hein. Ça arrive dans l'histoire, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même l'idée d'une signature qui est pas en tout cas, ça serait le choc, évidemment, on cherchait une excuse pour les banques centrales pour... ça, ce serait potentiellement le choc. Espérons qu'on n'ait pas à le commenter sur votre plateau. C'est un sujet qui reste circonscrit entre, je sais pas, le 1er et le 15 juin sur le plan des marchés. Thibaut, ça peut prendre un peu plus d'ampleur, ça peut générer un choc de confiance négatif supplémentaire, je sais pas, qui accélérerait des phénomènes macroéconomiques même, pourquoi pas ? Moi, il me semble que ce genre de choses... On en parle quand il n'y a pas grand-chose dans l'actualité, quand même. Attends. De manière générale, le plafond de la dette, c'est un serpent de mer qui revient. J'ai deux feuilles de sujets sous les yeux, Thibaut. Bah non, mais parce que c'est aujourd'hui. C'est rien de grave. Ce que je veux dire, on parle du Japon, si vous voulez. On avait parlé à un moment, ils voulaient mettre. Le Japon. Ce qu'on appelait les Français appelaient IOU, ce qui veut dire IOU. C'est-à-dire je vous dois de l'argent. Oui. Tous ces trucs-là, on a discuté, c'est connu. Ça va se régler, chacun utilise son avantage tout en sachant qu'il ne peut pas prendre la responsabilité d'un problème sur le deal. Je pense que tout ça, à mon avis, est assez... je ne pense pas que ce soit un sujet complètement crucial. Ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est de voir à quel point chez nous, nos amis insoumis sont parvenus à faire varier le champ lexical. C'est-à-dire que maintenant, on estime que 3% de Maastricht, c'est de l'austérité grave. Et donc, si on passe de 7 à 5, on est encore dans l'austérité. Alors que c'est vrai qu'un Allemand des années 95, 1% de déficit, c'était déjà... mais Schwarzenegger. Le bord de la crise cardiaque. Donc, on voit quand même comme on s'est habitué au déficit et comme cette idée que la solution est aujourd'hui la dévaluation dont le nouveau format est le rachat de la dette par les banques centrales, le quantitative easing. Et donc on voit qu'en fait on a changé d'un vocable. Maintenant la dette se rembourse par la détention par les banques centrales et non plus par les éléments on va dire plus classiques de réduction du déficit et de baisse des ratios que les Allemands sont seuls à faire dans leur coin pendant que le reste de la planète s'en tape et considère il y a un peu d'or bilan toujours mais c'est bon. Pas très grave. Donc c'est vrai que déjà c'est intéressant de voir cette notion et on voit qu'en fait maintenant on a l'impression de demander des efforts colossaux pour des déficits qui vont rester énormes. Mon point est de dire, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être suivi, je ne dis pas que vous avez tort, je pense malgré tout, quand on a des sujets beaucoup plus pressants, on ne le voit pas, et je termine juste sur une conclusion que vous me permettrez. Mon expérience personnelle, c'est qu'une crise prend toujours les gens parce qu'ils ne la voient pas venir. Ah bah bien sûr. De 2001, de 2008, du Brexit, du Brexit. C'est pour ça que plus on parle du plafond de la dette, moins il y a de chances que ce soit un événement de marché. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup, Thibaut. Vous comprenez la stratégie. On avait dit en 2010, il y a une autre banque qui va péter, c'est jamais arrivé. Puis il y a eu le Frexit ou d'autres exits qui sont jamais arrivés. Et puis une nouvelle pandémie. Et je pense qu'on aura des problèmes qui viendront de choses que on ne verra pas venir. Je rassure tous les auditeurs, on ne les verra pas venir non plus. Oui. Et je pense que ce sujet qui est ultra vu, ultra réglé, la probabilité qu'il crée une crise sans précédent me semble à l'opposé de tout ce qu'on a toujours vu. Donc, à mon sens, voilà. Donc, sur le plan de l'investissement, on peut regarder au travers, au-delà. Enfin, c'est pas un mur qui bloque la vision de l'investisseur. Sans aucun problème, je pense. Même si on a un problème temporaire, l'idée que les Américains ne remboursera plus jamais personne parce qu'il y a un plafond et qu'il n'y a pas d'accord, ça peut durer 2 jours. Post-dette, l'idée que ce soit un game changer structurel me paraît, à mon avis, sympathique pour faire un narratif qui fait peur. J'ai du mal à imaginer qu'on aille très au-delà sur un thème en plus qu'on a déjà travaillé plusieurs fois au travers des années et dont la fenêtre de résolution semble quand même maintenant bien connue. Ça fera parler. Bon. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Thibaut Prébel, la financière Arbevel, Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management, Florian Yelpo, Lombardier, qui étaient nos invités en plateau ce soir.